congofrance.com. Merci de votre fidélité renforcée par cette disponibilité à nous suivre de partout dans le monde. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs, bienvenue dans Congo France, votre espace de traitement d'informations d'actualité politique. Après l'élection de Félix Tshisekedi à la tête de l'UDPS, les réactions fusent de partout. Le fils qui succède à son père, décédé le 7 février 2016. Le transfèrement des eaux de la rivière Ubangui vers le lac Tchad et puis cette désapprobation de Séoul vis-à-vis du fabricant sud-coréen Niro System par rapport à la livraison des machines à voter à la Commission électorale nationale indépendante. Corneille Nangaa dit que c'est un faux débat et cela pourrait peut-être perturber le processus électoral en cours. C'est les sujets au menu de notre entretien avec le député national Alexis Moutanda que nous recevons aujourd'hui. Merci beaucoup. Et tout à fait. Si à ce stade la CENI a accepté de faire marche arrière et qu'il y a un prolongement du processus électoral, comment est-ce que vous allez appréhender cela? Mais comment on va appréhender cela? Eh bien, maintenant, c'est une nouvelle donne, c'est une nouvelle donne qui se présente. Et comme je le dis, n'est-ce pas, un chat échaudé craint toujours de l'eau froide. On nous a déjà roulé dans la farine plusieurs fois et nous nous attendons à tout moment pour qu'ils puissent encore faire la même chose. Raison pour laquelle, vous savez, il y a même des évêques qui perdent de la patience et qui vous disent carrément que les médiocres doivent dégager. Je crois que Monseigneur l'a dit très clairement. Il a perdu patience. Il a dit les médiocres doivent tout simplement dégager le théâtre, puisque c'est tout. Parce qu'on va toujours après même si on arrive à régler ce problème de machine, ils trouveront encore peut-être autre chose, hein, parce que ce sont eux qui sont à l'organisation. C'est eux qui organisent, c'est eux qui cherchent les financements, c'est eux qui prennent les choses, les initiatives. Et bien, ils sont les seuls qui sont à la cuisine, n'est-ce pas, en train de mélanger les farines. Et alors, si dans ces farines, on vous met, je ne sais pas moi, n'importe quel poudre, ben, vous ne saurez jamais qu'est-ce que vous êtes en train de manger. Dans un registre tout à fait autre, c'est par rapport au Congrès. Le 30 et le 31 mars dernier s'est tenu à la permanence de l'UDPS, un congrès à l'issue duquel Félix Tshisekedi a été élu à la tête de cette formation politique. Comment est-ce que vous avez jugé cette élection? Bon, vous savez, il y a à boire et à manger dans tout cela, hein, parce qu'un parti politique, surtout quand ce parti s'appelle l'Union pour la démocratie et le progrès social, et lorsque ce parti a lutté pendant des années, n'est-ce pas, pour lutter contre les antivaleurs, pour apporter le changement dans le pays et surtout pour soulager les misères de la population. Et alors le souci de l'UDPS au départ et même pendant toute sa lutte, hein, parce que c'est ça que les fondateurs de ce parti avaient imprimé dès le départ, c'est-à-dire qu'il fallait arriver à un bien-être social dans un état de droit. Et pour arriver à un état de droit, il fallait passer par la démocratisation du pays. Et passer par la démocratisation du pays veut dire que vous-même, n'est-ce pas, qui prônez le changement, vous avez déjà intériorisé ce que cela veut dire la démocratie, ce que cela veut dire la démocratisation. C'est-à-dire qu'on vit déjà ces valeurs de la démocratie. Alors, lorsqu'on arrive maintenant à organiser des choses d'une manière qui n'a rien à voir avec la démocratie, qui ne respecte même pas, disons, les textes réglementaires, parce que pour un parti politique, je vois que tout le monde le sait, il y a les statuts hein, qui sont en fait, disons, la constitution, donc la loi fondamentale d'un parti politique, il y a les règlements intérieurs. Et alors, les choses de ces statuts prescrivent très clairement, hein, dès le départ, n'est-ce pas, hein, comment il doit être géré le pouvoir, et même pour le cas du président national du parti, les statuts prescrivent également très clairement de quelle manière ce congrès devait avoir lieu depuis l'année passée. Le président est mort le 1er février, les 3 mois qui venaient, on devait organiser un congrès extraordinaire. Et
Organiser un congrès, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on organise un congrès qui, démocratiquement, disons, convoque les personnes qui sont habilitées, si vous voulez, à participer à ce congrès pour qu'ils puissent se prononcer sur le fond, disons. Alors, lorsque ces choses-là ne sont pas faites d'une manière statutaire, d'une manière conforme, on se bat pour le changement, on se bat pour la démocratie, on dit qu'on est l'union. L'union, ça veut dire l'union et des esprits et des choses de cœur. Et alors, c'est cette union qui devait normalement produire le résultat de ce congrès. Alors, je me demande si la manière dont les choses ont été faites, si ça a réellement respecté, disons, toutes ces normes. Et c'est pour vous dire également qu'on a des déficiences, disons, très, très profondes, disons, même dans le concept ou même dans la pensée des Congolais, parce qu'on a perdu même les valeurs pour lesquelles on a lutté pendant tant d'années. Lorsqu'on a lutté pendant plus de 30 ans pour la démocratie, pour l'union, pour, disons, alors, on organise ou on utilise, n'est-ce pas, des moyens qui n'ont rien à voir avec la démocratie, on peut se dire si réellement toutes ces années ont servi à quelque chose, si toutes ces années ont permis à ceux qui dirigent, est-ce qu'ils ont réellement intériorisé les valeurs qu'on a défendues pendant tant d'années et pour lesquelles beaucoup de personnes évidemment sont mortes. Vous savez, pendant les 30 années, plus de 30 ans d'ailleurs, que le parti est sur le terrain, eh bien, je peux vous garantir qu'il y a des centaines de personnes qui sont mortes pour cette lutte-là. Il y en a qui ont perdu leur bien pour cette lutte-là. Il y en a qui ont été en prison. Il y en a qui ont perdu, disons, des membres de famille. Donc il y a des milliers de... C'est un parti qui a été construit, si vous voulez, sur la sueur, sur les efforts et sur le sang de centaines de personnes. Et alors, lorsque les choses maintenant se font d'une autre manière, eh ben, il faut tout simplement se plaindre, n'est-ce pas, que même ce parti qui était admiré par beaucoup de personnes commence à perdre. C'est une grande dame qui est en train de perdre sa splendeur. Oui, tout à fait. Avant l'organisation de ces congrès, nous avons bien suivi le syndicat qui s'est prononcé par rapport au dédoublement des partis politiques, le temps des envois Lel Chibala et Moubake. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'assister au mariage UDPS Kibasa et UDPS L. Limité. Vous faites quelle lecture par rapport à cette nouvelle alliance? Bon, c'est un effort qui était déjà entrepris depuis plusieurs années. Parce qu'au départ, vous savez très bien qu'il y avait 13 parlementaires qui étaient à la base de la mise en place ou de la création de ce parti. Et bien, pour plusieurs raisons, il y avait une certaine dispersion, disons, de ses fondateurs, même des cofondateurs, même des pionniers, etc. Alors, il y a eu un mouvement depuis plusieurs mois, plusieurs années, qui faisait tout pour rassembler les forces, etc. Mais encore faut-il que lorsque dans une bergerie, vous avez évidemment des agneaux, des moutons, etc. Et bien, quand on introduit dans la bergerie, n'est-ce pas, des loups, des loups affamés, eh bien, je crois qu'on peut s'attendre évidemment à ce qu'il y ait beaucoup de cris et de lamentations. Merci. Voilà, honorable, c'est aussi de formation. Aujourd'hui, la RDC avec son environnement, c'est maintenant un sujet de convoitise avec l'extérieur. Il y a un problème de transfert des eaux de la rivière Ubangi vers le lac Tchad. Vous avez longtemps œuvré dans le projet Inga Chaba. La rivière ou les eaux, ce sont des matières premières pour la production de l'électricité. Une fois que ces rivières est transférée de l'autre côté vers la rivière, vers le lac Tchad, quel serait l'avenir de l'électricité en République démocratique? Bon, vous posez un problème d'une très très grande importance qui regarde évidemment parce que parmi les grandes richesses de ce pays,
bien sûr, vous avez des ressources minières, n'est-ce pas? Vous avez notre sous-sol qui est extrêmement riche. Vous avez notre territoire national qui est occupé par presque 3/4 des forêts. Et à l'heure actuelle, on parle beaucoup de l'environnement, des problèmes de l'environnement, etc. Et donc, nous sommes vraiment bien lotis dans ce domaine. Et puis, une des plus grandes richesses de ce pays, évidemment, ce sont ces rivières et surtout l'énergie qui peut être produite à partir de ces rivières. Je veux dire, évidemment, de l'énergie hydroélectrique. Alors, puisque vous posez une question très claire concernant, évidemment, la rivière Ubangi, je peux vous dire que, d'abord, parmi les grands sites retenus pour la production de l'électricité dans notre pays, vous avez le site d'Inga. Et le site d'Inga a certaines caractéristiques qui sont pratiquement des caractéristiques exceptionnelles. Parce que vous ne pouvez pas avoir sur le même endroit concentré pratiquement toutes les caractéristiques qui convergent vers la production des choses. Premièrement, sur un site, pour avoir par exemple le site d'Inga, il y a une première chose qu'il faut voir lorsqu'on cherche à installer une centrale hydroélectrique, c'est de chercher d'abord ce qu'on appelle la dénivellation du fleuve. C'est-à-dire qu'entre tel point et tel point, le fleuve descend d'un certain angle, parce que là, ça vous donne déjà la vitesse que l'eau peut prendre lorsque vous la dirigez vers les turbines. Parce que c'est cette eau en descendant qui peut aller vers les turbines et les faire tourner. Et la turbine, à son tour, évidemment, fait tourner l'alternateur qui vous donne l'électricité. Alors, pour les choses de site d'Inga, la première caractéristique, c'est que sur une trentaine de kilomètres, vous avez une grande dénivellation d'au moins 300 mètres entre tel point et tel point. Et alors, sur cette distance, on a étudié qu'on peut installer plusieurs barrages. Pas un seul barrage, mais plusieurs barrages qui peuvent aller, disons, d'un barrage à l'autre. C'est ainsi qu'on a d'abord construit le barrage Inga 1, qui était la plus petite, Inga 2, 2 fois plus grande. Maintenant, on parle de Inga 3. Il y a une possibilité d'installer Inga 4. Et puis ensuite, le stade final, c'est le barrage du fleuve. C'est-à-dire, on barre le fleuve, on détourne carrément toute la quantité d'eau vers... Et la deuxième caractéristique, très importante également sur le site d'Inga, c'est que, disons, la morphologie même de choses fait de telle manière que ces grandes quantités, vous pouvez les détourner dans une sorte de vallée qui est déjà naturelle, qui existe déjà, et vous pouvez détourner les eaux pour faire tout ce que je vous dis ici comme aménagement. Et puis ensuite, vous avez la troisième caractéristique, c'est le débit du fleuve. Et le débit du fleuve, c'est la quantité d'eau, c'est-à-dire autant de mètres cubes d'eau que l'eau peut, ou plutôt que le fleuve peut vous donner en une seconde. Alors c'est cette quantité d'eau, lorsqu'elle est bien aménagée, qui peut aller vers les turbines, etc. Alors, le débit du fleuve Congo, disons que le fleuve Congo a un débit le plus important du monde. Et je crois qu'il est, s'il n'est pas le premier, il doit être le deuxième après l'Amazone ou je ne sais pas quel autre fleuve dans le monde. Et le débit du fleuve Congo provient justement de ces quantités d'eau que vous voyez arriver à Inga. Et ces quantités d'eau, c'est la somme de quoi? Parce qu'on vous parle du bassin le bassin du Congo. Le bassin du Congo veut dire que toutes les eaux de toutes les rivières de la République convergent à un moment donné vers le fleuve, et le fleuve arrive à Inga avec toutes ces quantités d'eau, y compris, disons, la rivière Ubangi. Et lorsque vous regardez sur la carte,
vous verrez que les choses de la rivière Ubangui, vous permettez, je vais m'en lever. Donc vous avez le fleuve Ubangui, ou plutôt la rivière Ubangui, hein, qui fait pratiquement la frontière du pays, disons, de tout l'Équateur, et puis qui arrive et qui rejoint le fleuve Congo. Je pense que ça doit être au Kwamutu ou quelque part là-bas. Et avec cette rivière, vous voyez bien l'importance du débit ou plutôt de la proportion, n'est-ce pas, le débit de l'Ubangui dans le fleuve Congo, pour faire de manière que lorsque le fleuve arrive à cet endroit ici, il a le débit dont on parle à l'heure actuelle, et qui est évidemment une des choses, des caractéristiques les plus importantes. Alors, ce débit du fleuve également, ça provient de quoi? La constance. C'est-à-dire que pendant toute l'année, le fleuve Congo a un débit constant. Et pourtant, nous savons qu'il y a une saison sèche et une saison de pluie. Pendant les saisons de pluie, le débit peut être plus important. Mais le fleuve Congo a un avantage, c'est qu'il est situé pratiquement sur l'équateur. Être situé sur l'équateur veut dire que lorsque, en dessous de l'équateur, on est en saison sèche, là-bas, on est en saison de pluie. Lorsqu'on est en saison de pluie, ici, on est en saison sèche. De telle manière que la contribution des affluents au nord compense la baisse au moment où cette partie est... C'est ainsi que lorsque vous arrivez à cet endroit, le débit du fleuve est constant. Et c'est ce débit du fleuve qui est une des caractéristiques les plus importantes de notre fleuve, et c'est celui-là sur lequel on a basé les études d'aménagement d'Inga. Si vous n'avez pas cette constance, ou plutôt ce débit, eh bien, il faut revoir pratiquement tous les calculs ici pour pouvoir aménager, disons, faire l'aménagement du site d'Inga. Donc, vendre les eaux ici ou détourner les eaux de l'Ubangui, eh bien, vous créez disons, une disproportion de telle manière que le débit du fleuve va être complètement bouleversé, et tous les calculs doivent être également revus, hein, de telle manière. Alors, lorsqu'on fait ce genre de marchandage, je crois qu'on touche vraiment à la souveraineté nationale d'un pays, et on touche évidemment à une des richesses les plus importantes du pays, et à mon avis, c'est tout simplement de la haute trahison. C'est de la haute trahison, parce que lorsque vous modifiez, n'est-ce pas, le débit du fleuve, eh bien, vous modifiez pratiquement tous les calculs qu'on a fait pour l'aménagement de ces sites d'Inga. Et le site d'Inga, comme tout le monde le sait, bon, c'est peut-être du moins les techniciens, eh bien, c'est un site qui peut produire plus de 40 millions de kilowatts installés lorsque on va arriver au stade final. Le stade final veut dire quoi? Ça veut dire Inga 1 qui est déjà en service, Inga 2 qui est déjà en service, Inga 3 qui est en aménagement, Inga 4 et surtout le grand barrage d'Inga, c'est celui-là qui va constituer évidemment, disons, la grande contribution, disons, à ce... Alors, on fait des choses avec beaucoup de légèreté, et si jamais ce projet qu'on est en train de, disons, dont on est en train de parler actuellement se réalise, si jamais on diminue le débit, parce que lorsqu'on va, disons, prendre une partie de l'Ubangui pour l'amener quelque part, vous diminuez automatiquement le débit de l'Ubangui. Et par conséquent, vous modifiez aussi le débit du fleuve, parce que le débit du fleuve Congo est aussi tributaire, évidemment. Je ne sais pas si on m'a suivi, si c'est clair. Donc, ce n'est pas si simple à expliquer, mais je crois que j'ai essayé d'utiliser évidemment les mots les plus clairs pour que les gens puissent, tout le monde puisse comprendre. Bon, puisque c'est une décision déjà prise, vous, en tant qu'un élu du peuple, qu'est-ce que vous envisagez? Qu'est-ce que vous préconisez
pour que cette décision soit aussi garantie, soit profitable pour la population? C'est tout simplement une décision, si elle est prise, on reviendra sur cette décision tôt ou tard, parce que ceux qui ont pris la décision, ils ont consulté qui? Est-ce qu'on peut dire même qu'il y a une loi qui a été votée au Parlement? Parce que ça, c'est quand même une décision qui engage la souveraineté nationale et elle ne peut pas être prise, n'est-ce pas, dans des cercles restreints. Au contraire, ça doit être débattu au niveau du Parlement, au niveau du Sénat, et il doit y avoir évidemment également une loi. Mais comme on l'entend, hein, on aurait déjà donné une certaine approbation depuis 2005, mais c'était basé sur quoi? C'était basé sur quelle étude? C'était basé sur quelle décision, etc. Donc il faut que les gens qui sont habilités, n'est-ce pas, à faire ce genre de choses, on a déjà commis beaucoup de gaffes, et bien ça sera une des gaffes évidemment qui touche à la souveraineté nationale, et à mon avis c'est de la haute trahison. Cette même machine et demande au gouvernement congolais acheteur de rejeter aussi, de ne pas faire confiance en cette même machine. Quel est votre avis d'abord en tant que Congolais et puis en tant qu'acteur politique? Oui, mais vous savez, nous avons déjà commenté sur cette question plusieurs fois. Eh bien, notre point de vue était tout simplement très négatif. Et j'avais même proposé à un moment donné que pour donner, disons, la paix à tout le monde, on devait avoir des experts de deux côtés, c'est-à-dire les experts de ceux qui amènent la machine et les experts représentants des partis politiques de l'opposition, pour qu'on puisse examiner cette machine, si vous voulez, dans son essence. Parce que toutes ces machines électroniques, ils fonctionnent sur base de l'informatique. Et dire informatique veut dire évidemment des experts qui sont capables de programmer en avance, disons, des questions et des réponses. On peut très bien enregistrer le nom d'une personne, mais aussi longtemps qu'on a programmé que le nom de cette personne automatiquement provoque tel ou tel enchaînement d'événements, eh bien, ce sont des choses qui se passent sans que personne puisse le savoir. Vous pouvez voter M. X, mais si M. X est programmé de manière que toutes les voix qui sont données à telle et telle personne passent automatiquement à M. X, eh bien, ça va se faire automatiquement. Et vous ne saurez jamais ce qui entre réellement dans le ventre de ce fameux serveur. Donc tout dépend évidemment des programmeurs, ceux qui ont programmé ces machines et de quelle manière ils l'ont fait. Alors le seul moyen évidemment d'avoir la paix, c'est tout simplement d'avoir des experts de deux côtés qui puissent, disons de manière contradictoire, les uns prouvent la faisabilité de ces machines et les autres évidemment expérimentent pour voir si réellement la programmation qui a été faite, elle est objective ou elle n'a pas été trichée. Et alors si maintenant on en est déjà disons au deuxième pays qui rejette ces machines, parce que évidemment les Sud-Coréens, ou plutôt leur gouvernement, sait très bien, de par l'expérience, que ces machines ne sont pas fiables, parce qu'elles ont été fabriquées d'une certaine manière. Et alors, pour ne pas porter évidemment la responsabilité de la fraude, parce qu'en fin de compte, ici on parle de la possibilité de fraude électorale, eh bien, pour ne pas porter le chapeau évidemment ou la responsabilité de cette fraude, eh bien, il tire évidemment les cris d'alarme pour dire vous avez acheté ces machines, mais on vous prévient qu'il y a possibilité qu'il puisse y avoir évidemment de la fraude électorale. Alors en ce moment-là, il ne faut pas venir crier que ces machines ont été achetées en Corée du Sud, comme on cherche toujours évidemment un bouc émissaire. Parce qu'on commet d'abord des erreurs et puis après on cherche un bouc émissaire alors que beaucoup de gens avaient déjà dénoncé. Et pourquoi j'ai dit la deuxième fois? Parce que la première fois, si je ne m'abuse, c'était au niveau du Conseil de sécurité ou du gouvernement américain,
où on avait également tiré, n'est-ce pas, des choses, des sonnettes d'alarme pour dire faites attention et tout cela. En 2006, on a utilisé des machines. En 2011, on a utilisé les mêmes. Et je ne sais pas pour quelle raison, cette fois-ci, on doit aller chercher des choses qui, en toute apparence, ne donnent absolument aucune assurance à personne pour qu'on puisse éviter la fraude électorale. Et en RDC, on retrouve deux classes sociales. Il y a la classe qui dit non, carrément non à la machine à voter. Une autre qui dit oui, allons-y. Lorsque ces machines seront rejetées, il va de soi qu'on puisse évidemment revenir soit au système qu'on a utilisé en 2011 et en ce moment-là, je me demande toujours qu'est-ce qu'on a fait de ces machines qu'on a utilisées en 2011, parce qu'on savait pertinemment bien que 5 ans après, on allait avoir besoin de ces machines. Et apparemment, on les a vendues ou bien on les a cédées à des tierces personnes pour nous mettre évidemment. Donc vous voyez, comme on dit, le chat échaudé craint même de l'eau froide. Pourquoi? Parce que nous avons vécu une fraude électorale massive en 2006 qui a vu Kabila passer évidemment, disons, de manière tout à fait absurde. Et puis la même expérience a été répétée en 2011 où il y avait des poids lourds comme M. Etienne Tshisekedi qui avait largement gagné les élections. Mais à cause de cette fraude-là, tout le monde est devenu évidemment très suspicieux sur tout ce qui concerne évidemment les machines électorales. Donc il va de soi que si aujourd'hui, au mois d'avril, ces machines sont rejetées, normalement, on devait reprendre, n'est-ce pas, le système qu'on a utilisé en 2011. Mais selon Corneille Nangaa, c'est impossible. Il dit sans machine à voter, il n'y aura pas élection. Ils l'ont fait, encore une fois, vous savez, ces élections, vous savez, ça devait avoir lieu en décembre 2016. Et pour des raisons que tout le monde connaît, ça a été avec le dialogue, n'est-ce pas, de la Saint-Sylvestre, on est arrivé à repousser ça en 2018. Donc ça fait déjà 2 ans de glissement, disons, sur le mandat de M. Kabila. Et aujourd'hui, on trouve un 3e prétexte qui sera le remplacement des machines, de telle manière qu'ils vont vous dire qu'il faut 6 mois, il faut encore une année. Et alors, on va ajouter une 3e année au mandat de Kabila, et ça va lui faire 3 années déjà, disons, à son mandat. Alors que la Constitution est très claire, c'est qu'un président ne peut pas faire plus de 5 ans au pouvoir. Alors, voyez-vous, ils ont tenté, premièrement, de réviser la Constitution. Ça n'a pas marché. Ils ont tenté, disons, toutes sortes de subterfuges. Ça n'a pas marché. Et bien, maintenant, le glissement se fait d'une manière tout à fait... Pourquoi? Parce qu'on a en face, évidemment, des personnes qui acceptent un peu n'importe quoi. C'est tout à fait regrettable. Est-ce que vous pensez que la majorité a encore quelque chose à faire pour ramener les autres à la raison, ceux qui refusent la machine à voter, parce que apparemment, selon la majorité, il faut cette machine à voter? Oui, mais la majorité, bien sûr, la majorité a tout intérêt, parce que la CENI, on peut la dire indépendante, tout ce que vous voulez, mais c'est tout simplement une indépendance de nom. En réalité, vous savez, la CENI est tout à fait, disons, sous les choses, l'autorité du gouvernement et de la présidence. Donc, ce qui fait que leur indépendance est tout à fait très limitée. Et ils vont, évidemment, ils couchent dans le même lit que la majorité. Donc, je ne crois pas qu'il faut vraiment être docteur en quelque d'Oxford, n'est-ce pas, ou de Berkeley, pour comprendre qu'il y a une fraude qui est en train, disons, d'être... On a tout simplement une possibilité maintenant, avec cette histoire des machines, de trouver un prétexte pour ne pas organiser les élections au mois de décembre comme c'est prévu. Vous étiez nombreux à nous suivre de partout dans le monde, madame, messieurs. Nous vous disons sincèrement merci pour cette confiance ponctuée
de fidélité et remercions tout particulièrement le numéro 1 du site, M. Didi Dupumba, pour cette confiance sans cesse renouvelée et cette considération placée dans cette équipe ici à Kinshasa. C'était mon nom Cédric derrière la caméra et Chris Mukendi était là pour le montage et moi personnellement j'espère la boule était là pour interroger notre invité à qui nous disons sincèrement merci et nous fixons rendez-vous pour la fois prochaine. Merci.